Jean-Luc Fouché, directeur de la direction des risques et prévention du BRGM. Bonjour, monsieur le secrétaire exécutif de la COI, monsieur le directeur général du CHOM, monsieur le secrétaire général de l'ONERC, mesdames, messieurs, chers collègues. Tout d'abord, je dois excuser Vincent Laflèche, le président directeur général du BRGM, qui a été retenu par une contrainte de dernière minute. Il aurait eu plaisir d'être avec nous ce matin. Alors, étant le troisième intervenant et ayant entendu tous les éléments que nous partageons dans la bouche de M. Frachon et de M. Harrup, en effet, fondamentalement, nos missions, c'est d'observer, c'est de comprendre, c'est de diffuser pour éclairer les décisions. On partage ça dans nos organismes, le BRGM, le CHOM, ça a été largement rappelé. Alors, il convient de rappeler pourquoi les sciences de la Terre au sens BRGM, c'est-à-dire Service géologique national, nous sommes aussi dans cette communauté pour échanger avec vous. Alors, déjà, je souhaiterais souligner que dans cette maison qui nous accueille, et je remercie encore la COI de nous accueillir, qui est quand même une maison dédiée à l'éducation, à la science, à la culture, je voudrais que nos travaux s'inscrivent bien dans cette dimension de l'ensemble des actions que mènent les nations, donc les Nations Unies, et pour un peu changer le propos et donner un éclairage complémentaire à ces journées et venir dans les raisons d'être qui sont nos actions, j'aimerais souligner le cadre d'action de Sendai. Alors ça ne parle peut-être pas à tout le monde, le cadre d'action de Sendai, c'est aussi a pour objectif principal de réduire les risques de catastrophe en mettant en œuvre tout type de mesures pour prévenir et réduire l'exposition aux aléas et à la vulnérabilité face aux catastrophes, améliorer la préparation et le relèvement. Et donc l'ensemble de nos travaux, quand je les prends, quand j'ai lu l'ensemble des contributions de ces 3 journées, je peux cocher l'ensemble des orientations et des politiques qui s'inscrivent dans cette dynamique qui est portée par une autre agence des Nations Unies, qui est l'agence l'UNISDR, qui porte ces politiques globales de réduction des catastrophes. Et donc cette agence, et globalement, on a cet objectif, on partage 4 priorités d'action, et à travers ces 4 priorités, vous allez revoir le déroulement de ces 3 journées. Comprendre les risques de catastrophe. Alors, naturellement, quand on parle catastrophe, on a quelques exemples malheureux de ces dernières années. C'est renforcer la gouvernance pour mieux gérer, investir dans la prévention par des mesures structurelles et non structurelles. Là aussi, on se sent à l'aise avec ces priorités-là. Et puis, la 4e des priorités est d'améliorer la préparation pour une intervention efficace et faire en sorte de faire et de reconstruire mieux. Tels sont le but final collectif de nos travaux et de nos contributions qui vont être présentes aujourd'hui. Donc, naturellement, je ne reviendrai pas sur ce qui nous semble à tous extrêmement naturel, de dire aussi que ces 3 jours s'inscrivent dans la dynamique et dans les objectifs, les enjeux que nous avons largement exprimés. Il y a eu des journées scientifiques en juillet dernier ici, autour des grands enjeux, des grandes questions du changement climatique à travers la COP 21. Donc pour le BRGM, nous trouvons bien naturel pour nous d'être partie prenante de cette communauté dans ce cadre global et au travers des missions qui nous sont fixées et des expertises que nous possédons, que nous partageons sur l'ensemble des risques naturels géologiques, pas tout à fait que géologiques, mais aussi anthropiques, notamment ceux liés à l'exploitation du sous-sol. Alors, pourquoi le BRGM, qui est le service géologique national, s'est investi ces dernières années, et ces dernières années, c'est plusieurs dizaines d'années, dans ces problématiques liées au niveau marin? Alors, parmi les éléments de réponse, on peut citer la nécessité de préciser le comportement de l'interface du continuum terre-mer. Hein.
entre la mer, la terre, eh ben, il y a quelque chose qui se passe, il y a des dynamiques, et il est besoin de comprendre ensemble comment cette frange littorale, la côte, elle a différents noms, mais on voit bien de quoi on parle, pourquoi nous avons besoin d'échanger entre nous. Simplement, et vous le constatez au quotidien, nous avons besoin de lier nos représentations, de lier nos bases de données, de les consolider, de les challenger, de revoir les concepts, de développer des modèles, de changer d'échelle, de temps. Et tout ça dans un but qui est quand même de préciser les aléas. Alors, il y a principalement 2 aléas sur lesquels nous œuvrons dans ce cadre général et collectif. Le premier, c'est l'érosion, l'accrétion sur les côtes. Alors, plus généralement, on va parler de la dynamique du trait de côte. Et puis, le deuxième aléa majeur qui sera largement objet de nos débats, c'est la problématique de la submersion marine. Alors, pour ces aléas, le niveau marin est déterminant. Je crois que je n'ai pas rappelé tout ça. Et c'est ce qui a motivé l'ensemble de nos travaux de recherche sur les surcotes. Alors, pour faire, on a mobilisé aussi interdisciplinairement les équipes du BRGM. Alors, je citerai notamment, et ça a été aussi rappelé, pour avoir ces longues séquences de savoir, on a mobilisé nos expertises liées au phénomène tellurique. Et donc, vous savez très bien que pour déterminer une accélération, on a regardé les dommages des séismes historiques. Et à travers ces séismes historiques, on peut faire, et ces méthodes, on peut tout à fait faire la même démarche concernant les aspects de tsunami, par exemple. Et on voit que toutes ces démarches ont été depuis largement développées. La communauté a mis beaucoup de moyens. Malheureusement, l'événement de Sumatra de 2004, qui a été pour nous tous un immense choc et un électrochoc aussi, et puis plus récemment, et ça fera écho à un certain nombre de travaux que notre communauté conduit actuellement, les impacts de Fukushima. Et là, on voit très bien l'intérêt que nous avons pour modéliser ces phénomènes depuis l'origine, leur transport, jusqu'aux infrastructures qui sont en bord de côte. Alors, le BRGM, on parlait, et M. Frachon insistait beaucoup sur la dimension des réseaux. Alors je rajouterais que naturellement on partage. Le BRGM, lui, sur ces dimensions de réseau, est très impliqué dans tous les observatoires et les observatoires du trait de côte. Avec la particularité, une signature du BRGM, c'est que nous sommes présents, je dirais, sur toutes les mers du globe, mais surtout nous avons, grâce à nos régions ultramarines et à d'autres implantations, nous sommes présents sur l'ensemble des régions continentales et ultramarines, ce qui nous donne accès à des partenariats de toute nature, et on fédère, et il y a un programme, j'en parlerai avec d'autres cet après-midi, qui est de définir justement un réseau national d'observation du trait de côte pour fédérer et mettre en forme toutes ces capacités, toutes ces données dans la grande variabilité que l'on connaît. Et donc, c'est fort de tous ces partenariats dans l'observation du trait de côte qu'on vient faire le complément avec les réseaux qu'on évoquait, les réseaux plus dédiés à la marégraphie. Donc, au quotidien, dans nos métiers, pour construire ces réponses en termes d'aléas, on utilise naturellement toutes ces données marégraphiques pour comprendre les dynamiques côtières, naturellement en contexte de changement global. Donc dans le changement global, j'inclus naturellement le changement climatique, mais on prendra aussi les aspects beaucoup plus systémiques, mais aussi les aspects physiques, que ce soit la géodynamie, les subsidences, naturellement, tout ce qui va toucher aussi les aspects hydrodynamiques. Tout ça pour les territoires, car ces territoires sont extrêmement vulnérables. On a conduit avec des partenariats des études il y a déjà quelques temps sur les grandes conurbations, alors côtières. Moi je pense à Manille, on pense à Dakar, on pense à Alexandrie, puisque ces travaux ont été largement publiés,
qui ont quand même dégagé de fortes tendances, et des fortes tendances qui doivent se retrouver dans la planification urbaine. Mais pas que. J'évoquais tout à l'heure les phénomènes tsunami sur lesquels ces dernières années nous avons été confrontés, et je me réjouis que la communauté, qui est largement présente aujourd'hui, a pu se fédérer. Donc je pense au projet Tandem financé sur les investissements d'avenir pour répondre à la question particulière des infrastructures sur la frange côtière, et donc de l'exposition de ces infrastructures en partant des phénomènes, c'est-à-dire l'activité sismique, c'est-à-dire les mouvements sous-marins, de faire la propagation de ces phénomènes, de les ramener à la côte, de les ramener aux infrastructures, et de trouver ensemble des éléments pour mieux gérer demain, pour s'adapter, ou dans un certain nombre d'autres cas, on sera obligé d'avoir d'autres stratégies qui sont les stratégies de recul. Alors, le programme de mercredi, qui sera particulièrement centré sur ces aspects de surcote, est un exemple un petit peu des déroulés et des compétences qu'il nous faut ensemble partager, mais continuer à travailler. Alors, ces compétences, je l'ai évoqué, c'est les contributions des historiens. Il est important parce que ce sont des communautés qui sont souvent petites dans les équipes et il faut vraiment les lier. Des contributions des historiens pour définir les niveaux marins, conséquences des tempêtes passées, donc c'est un élément. C'est aussi travailler avec les outils qui font notre quotidien aujourd'hui, des approches statistiques sur les événements extrêmes, pour définir les surcotes décennales, centennales. On voit là qu'il y a des enjeux très réguliers, parce que ces éléments-là, dans les politiques de gestion et d'expression des aléas, sont dimensionnants pour l'aléa submersion, bien évidemment, et puis pour derrière en tirer les politiques d'adaptation ou de relocalisation. Pardon. Bien entendu, aujourd'hui, on ne saurait rien faire sans les modélisations numériques pour mobiliser tant ces événements qu'on vient d'évoquer que pour élaborer différents scénarios. On voit bien quelle était la stratégie du GIEC, justement à travers les scénarios, pour être dans la compréhension, pour que l'ensemble des acteurs puissent se fédérer par rapport à nos objectifs d'aménagement, mais aussi de prévention que j'évoquais tout à l'heure, et aussi de construire la résilience, c'est-à-dire notre capacité face à ces événements-là à se relever dans les meilleures conditions possibles, y compris le relèvement psychologique. Et puis, des choses aussi qui sont directement liées à nos activités, c'est comment, et c'est complexe, on a vu des avancées récentes, mais comment passer de la prévision météorologique à la prévision de surcote et à la prévision d'érosion. Là, nous avons à mobiliser des bases de données, des savoirs, des algorithmes tout à fait colossaux, et notre communauté, tout ensemble, fédérée, est capable de répondre à ces attentes-là. Alors, à ce stade de mon intervention, moi, je peux que me féliciter de l'organisation de cette deuxième journée. Je remercie aussi le MEDE, donc le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, particulièrement à travers la Direction générale de la prévention et des risques, pour avoir soutenu sans faille ces projets et cette organisation. Je tiens aussi à souhaiter que ces journées puissent renforcer nos partenariats scientifiques, renforcer nos partenariats de projets. On en a besoin, puisque avec les tensions budgétaires, on peut être tenté ici ou là à faire du chacun pour soi. Je souhaite aussi à nos amis qui sont venus de loin qu'on arrive aussi à fédérer dans des modes projets et à répondre à ces enjeux. J'étais il y a quelques semaines en Guinée, et j'ai eu l'occasion de rencontrer le professeur Alpha Condé, qui est le président de la République, et quand on voit que la capitale, Conakry, est simplement une presqu'île avec une altitude moyenne de 3 mètres, et que l'ensemble des zones de décision sont sur cette presqu'île, on voit qu'il y a énormément à faire pour ensemble se préparer et pouvoir éclairer l'ensemble des politiques. Donc à ce stade, je remercie toutes les équipes du CHOM, du BRGM qui ont travaillé à l'organisation de ces 3 jours. Et enfin, on se souhaite d'excellents travaux pendant ces 3 jours. Merci.